retour de l'émission Droit et Justice sur Taxi FM tous les mardis de 15h à 16h. Droit et Justice, c'est le quotidien de la justice du Togo, la situation des droits de l'homme, la meilleure compréhension des lois, les domaines d'intervention des avocats. À la gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes, se retrouve en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin. Nous sommes à la gare routière de l'information avec mes confrères où nous allons revenir sur les grands sujets qui font l'actualité chez nous et ailleurs. On parlera de l'actualité au Sénégal avec le pouvoir Diomaye Faye, Ousmane Sonko, un pouvoir bicéphale, un fauteuil pour deux. C'est la question entre autres que je poserai donc à mes confrères. On va essayer d'analyser tout ça. Et puis sur le plan national, nous reviendrons sur le report du scrutin législatif régional. Eh bien, le gouvernement l'a annoncé, c'était la veille de ce scrutin, enfin de la campagne. C'était mercredi dernier. On en parlera et savoir à peu près ce que cela peut produire comme conséquence. Nous serons donc en train d'en parler donc avec les confrères en studio. Et puis, la nouvelle constitution qui ne passe toujours pas. Les députés sont sur le terrain depuis ce matin pour expliquer et recueillir donc l'avis des chefs traditionnels et des groupes organisés. Et ça va durer 3 jours. Et puis, à partir de jeudi, c'est l'opposition qui n'est pas d'accord, qui sera dans les rues pour manifester cela sur l'ensemble du territoire. Et on se demande si cela va tenir véritablement. En tout cas, des consultations pour quelle fin aujourd'hui? N'est-ce pas un repli stratégique? Je poserai la question à mes confrères. On va en parler ici en studio. Bienvenue sur la radio. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM, bien avec mes confrères en studio. Bonjour, Mr. Gérard. Bonjour, Eric. Tout va bien? Si j'ai répliqué à Mr. Eric, ça se dit aussi. Ah oui, bah enfin. Vous allez ça va bien. Soir. Ouais, ça va bien. Non, Eric, c'est plutôt saint. Ah ouais. Saint-Eric, ça sonne mieux. Ah ouais, d'accord. Bon, ouais. Heureusement que vous vous êtes rappelé. Bonjour, Eloa Tissopoué. Bonjour, Eric. Bonjour, Taxi FM. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci d'être là. Bonjour, Sylvestre Béni. Oui, bonjour, Eric, et bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer par l'actualité au pays, au Togo, avec le scrutin législatif et régional. Donc, ces 2 scrutins-là qui sont reportés à une date ultérieure. On peut s'autoriser cela parce qu'on ne connaît pas la date exacte de ce scrutin aujourd'hui. C'était prévu pour le 20 avril et donc la campagne devrait démarrer le 4. Et puis à la veille, c'est la présidence qui nous annonce que tout est reporté pour permettre à ce que la Constitution soit quand même revue. On sait que le gouvernement a annoncé une seconde lecture. En tout cas, le président a demandé à l'Assemblée de passer à une seconde lecture de cette constitution votée la nuit du 25 mars passé. L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle constitution. Le président de la République demande aujourd'hui une relecture. Et pendant ce temps, on demande une consultation pour pouvoir avoir l'assentiment de tout le monde. Alors, comment cela va se passer aujourd'hui avec ce report? Je vais commencer par vous. Est-ce que cela peut avoir des conséquences au-dessus de la vie politique, Sylvestre Béni? Oui, naturellement, parce que déjà, il y a beaucoup qui ont subi des préjudices. Ça, c'est parce qu'on n'en parle presque pas. Parce qu'à quelques heures donc, de l'ouverture de la campagne, il y a beaucoup qui ont déjà déployé, du moins le personnel sur le terrain. Et beaucoup ont déjà engagé un certain nombre de fonds dans la confection donc, des tricots, des gagés et tout. Maintenant, aujourd'hui, à quelques heures, on le dit arrêté. Et maintenant, qui va payer donc ces dommages-là? On n'en parle presque pas. J'ai écouté certains candidats qui disent avoir subi d'énormes
préjudice du fait donc de cette décision qui est venue donc à la veille de l'ouverture donc de la campagne. Je crois que c'est un élément également sur lequel on doit revenir. Maintenant, sur le processus, oui, puisque brusquement, donc, lorsque vous freinez brusquement, il y aura toujours des conséquences. Oui, bien sûr. Soit vous tamponnez quelque chose, soit c'est vos pneus qui partent un peu, voyez-vous. Donc, naturellement, il y aura des conséquences. Mais, si on revient un peu sur la manière dont tout cela est fait, je crois qu'il y a encore tellement donc de violations dans ce qui est fait, parce que d'abord, il ne revient pas à la présidente de la République donc de surseoir le processus. Parce que là, et ça nous amène à questionner finalement la toute indépendance de la CENI. De la CENI, parce qu'il ne revient pas à la présidence donc d'arrêter souvent le processus et par le biais d'un communiqué. Vous savez, un communiqué ne peut annuler un décret, parce que c'est pas le biais donc du décret, je crois, du décret de convocation du corps électoral et donc et du processus du double scrutin législatif. Donc je crois que c'est le décret du 8 février, je crois. Et donc un bon matin on prend un simple communiqué pour annuler un décret. D'abord, c'est pas bien, quoi, vous savez. Sur la forme, c'est pas bien, parce qu'il y a des jeunes qui sont donc en fac de droit. On leur dit qu'un communiqué peut arrêter un décret, vous voyez que tout chamboule dans leur tête, voyez-vous. Maintenant, concernant donc l'envoi à mission donc des députés. Et ça, on va en reparler, rassurez-vous. Donc voilà, on va en reparler puisque. Oui, si. On reviendra concrètement sur le cas des consultations entamées depuis ce matin par un groupe de députés, le confrère Thierry, afin que nous le renseignions ce matin, Taxi Média Show, que même jusqu'à hier, certains membres du bureau même de l'Assemblée nationale étaient au courant de cette initiative et s'étonnaient même qu'on parle d'une consultation avec les chefs traditionnels et des groupes organisés. Alors, Elo Matisogbe, par rapport donc à ce report du scrutin, au-delà, n'est-ce pas, des préjudices que cela a pu produire à beaucoup de formations politiques, parce qu'il nous est revenu que beaucoup de gens sont déjà sur le terrain, des affiches avec l'élection du 20 avril partout, et même au niveau de la CENI, parce qu'on a sorti des affiches avec le scrutin du 20 avril. Nous, on a des spots ici qu'on joue avec 20 avril. On va devoir changer tout ça. Et est-ce que ça ne pose pas au fond un problème? Sylvestre parlait d'un simple communiqué qui annule, on va le dire clairement, un décret de convocation de corps électoral. Oui, je crois que là il y a un problème maintenant, parce que la dernière fois même nous on n'a pratiquement rien compris. Et moi je suis resté sur ma soif par rapport à ce communiqué. Au début on pensait à un fake news. Oui, parce que tel que c'est venu, la CENI n'a rien dit, et aussi on n'a eu aucune information au niveau de la CENI officiellement, du moins officiellement, et on dit que bon, le chef de l'État a rencontré des députés, et puis après le soir on a sorti un communiqué pour dire que le scrutin a été reporté sine die, même si selon certaines informations officielles on dit de quelques jours, on a dit le calendrier sera légèrement réaménagé. C'est la formule consacrée. Bon, ça pose un problème du moment où il y a beaucoup de personnes qui ont déjà investi le terrain, qui étaient dans les QG, en attendant 0 heure pour commencer la campagne, et puis finalement à 18h, ce communiqué qui refroidit tout le monde. Tous ceux qui étaient dans leur zone sont obligés de revenir à Lomé, et tous les investissements qui ont été faits, t-shirt, casquette et tout ce qui va avec, c'est tombé à l'eau. Et puis la forme aussi, parce que il y a quelque chose qui me dérange un tout petit peu, je ne sais pas si c'est normal de le faire ainsi, c'est qu'on nous dit que le communiqué précise justement que l'Assemblée nationale est chargée de faire de larges consultations. Et dans quel cadre justement? Parce que on peut se poser la question de savoir si l'Assemblée nationale est légitime à pouvoir faire des consultations, de larges consultations, dans le cadre justement de l'affaire en cours, c'est-à-dire de la révision de la Constitution. Et si oui, parce qu'on a lu un peu beaucoup de choses depuis hier, où on dit que bon, l'Assemblée nationale commence depuis ce 8 avril justement, ces larges consultations-là. Et dans quel cadre est-ce que cela va se faire? On a vu que les préfets ont convoqué les maires qui ont convoqué des responsables d'associations. Et bon, je ne sais pas si c'est la façon convenable de le faire. Parce que là, on est en politique. Et justement, on est en politique. Si c'est de cette façon qu'il faut le faire, autant aller au référendum. Si on doit passer par les préfets, qui doivent passer par les maires, là on est en train de faire une gouvernance décentralisée jusqu'au bas peuple. On dit on va jusque dans les associations, autant faire un référendum.
Pourquoi C'est plus simple comme ça? Oui, mais attendez, pourquoi les préfets ou les maires doivent se faire accompagner de certaines associations et pas d'autres? C'est pas normal. La Constitution, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les Togolais. Si on ne peut pas consulter tout le monde, autant faire un référendum. Comme ça, tout le monde donne son avis. Oui ou non. Et tout le monde est concerné. Mais le fait de dire aux préfets qui vont dire aux maires, les maires qui vont dire, on dit faites-vous accompagner de. Mais attends, les groupes organisés là, qui n'entre pas dans ce groupe organisé ou dans ces groupes organisés? Nous tous, nous faisons partie des groupes organisés parce que nous appartenons. Pourquoi on n'a pas consulté les médias? Nous sommes un groupe organisé. Oui, mais c'est normal parce que nous aussi nous avons notre avis à donner sur le sujet. Oui. Pourquoi on ne nous consulte pas? Bon, on vous écoute suffisamment sur la radio, donc du coup. Oui, non, attendez, on nous écoute sur la radio. Mais attends, c'est peut-être ici on est sur les antennes. Oui, bien sûr. Mais si on s'assoit aussi, ce que les gens vont dire, ils vont peut-être aller au-delà de ce qu'ils vont dire en 1 heure ici ou en 1h30. Non, d'accord, c'est juste oui, il faut consulter aussi les médias. Pourquoi on ne consulte pas les médias? On fait partie des groupes organisés. Donc, autant aller au référendum. Oui, non, c'est fini. Parce que la façon dont ça se passe, on a l'impression que véritablement, il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Parce que si on veut être transparent, restons transparents jusqu'au bout. D'abord, on n'a pas la loi. La loi votée, on ne l'a pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est une loi secret défense. Personne n'a la loi. Bon, il y en a encore d'autres versions qui circulent depuis ce week-end sur les réseaux sociaux. Oui, mais je ne sais pas si c'est vrai. Oui, et puis ce qui dérange, c'est qu'il y a des partis qui se réclament de l'opposition au Parlement qui ne peuvent pas aussi rendre disponible une loi votée. Mais moi, je ne comprends pas. Mais tous ceux qui... Apparemment, ils ne l'ont pas. Non, mais attendez. Oui, bien sûr. Attends, avant de voter. Ils ont voté quoi alors? Apparemment, des gens ont découvert à l'Assemblée. C'est ce qu'on a compris parce que moi, j'ai suivi un peu le direct TikTok de M. Thierry Tamon. C'est là ils ont découvert le test, à peu près pour ceux qui l'ont eu là-bas, à part ceux qui sont dans la commission de loi, et on a voté, et puis voilà. Oui, mais ils ont découvert le test, mais ça veut dire qu'ils ont une copie. Oui, mais c'est parce que vous ne pouvez pas voter pour quelque chose que vous n'avez pas lu. Mais je suis désolé. Non, mais en ce moment, vous ne représentez plus le peuple. Vous devez démissionner. Mais vous prenez des décisions au nom du peuple que vous n'avez pas pris le temps d'étudier. Mais comment on ne vous soumet pas une proposition de loi, vous votez pour? Ça ne s'entend pas. Donc ça voudrait dire que oui, s'il y a 91 députés, on suppose les 91 ont copie de la loi votée. Oui, d'accord. Bon, maintenant, ceux qui se réclament de l'opposition, qu'est-ce qu'ils cachent? Il y a quoi cacher? Ils nous disent tout le temps sur les réseaux sociaux, partout sur les antennes, on se réclame de l'opposition. On est de ceci, on est de cela. On va revenir maintenant, véritablement il faut le faire. La Constitution tout à l'heure. Mais je voulais qu'on reste encore un moment sur le report du scrutin. On a évoqué tout à l'heure les préjudices que cela a causé à beaucoup de partis politiques, y compris le parti au pouvoir, parce que j'ai eu des renseignements comme quoi beaucoup de cadres du parti étaient également dans leur fief, attendant 0 heure pour commencer des t-shirts personnalisés. C'est-à-dire scrutin du 20 avril et tout ça. Et donc, les dommages, c'est à tous les niveaux. Mais on comprend que c'est un vrai problème. Est-ce que c'est fait sciemment ou il y a un problème de fond, Gérard Rouisson? Le problème de fond, dans quel sens? J'en sais rien. Il doit y avoir peut-être dans la machine quelques grisailles. Bon... grisaille, d'accord, peut-être, mais moi je pense qu'il y a plus de maladresse, plus d'amateurisme et tout ça. C'est pas seulement un grain de sable dans la machine, moi je ne pense pas. C'est plus grave que ça. Et puis quand vous parlez d'argent que UNIR aurait perdu, tout le monde sait là où les autres ont leur argent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui perd 1 million aujourd'hui, le soir il a c'est 1 million. Pendant que d'autres... Il fait comment lui? Bon, certains ont la caisse de l'État, certains ont plus de capacité à avoir facilement de l'argent. Certains sont un parti très, 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 très riche et d'autres sont un parti très démuni. Parce que dans ce parti, des gens cotisent régulièrement. C'est possible. Donc, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Certains sont pauvres, certains sont riches. Donc, ne faisons pas les choses à ruiner les pauvres. À désavantager les pauvres et à avantager les riches. Vous voulez dire que c'est en réalité ça? C'est orchestré pour ruiner certains avant de venir même à la vraie élection? Non, pas seulement ça. C'est-à-dire que on dit et nous avons tous les mêmes droits.
si nous avons tous les mêmes droits, alors il faut que les lois soient faites de telle façon que certains ne soient pas désavantagés. Ici, les pauvres, quand vous prenez un candidat indépendant, quand il perd l'argent du t-shirt, il ressent ça, sérieusement. Pendant que celui qui a du NIR, sa caisse est vite renflouée. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs vitesses, quoi. En tout cas, celui que moi je plains le plus, c'est les électeurs. Parce que beaucoup seront démobilisés, on ne sait plus à quel sens se vouer, on s'est préparé pour aller aux élections, et puis on dit c'est reporté, et on revient en arrière. Je crois que le vrai combat au Togo, c'est ça que nous ne faisons pas. Nous faisons un combat politique, alors que le combat devait être un combat pour avoir un état de droit. Moi je le dis toujours, le Togo n'est pas un état de droit. Vous voyez, on modifie les choses comme on veut, on change les choses comme on veut, parce que l'état de droit, c'est non seulement des lois, mais aussi c'est des délais. On vous dit 30 jours après ceci, vous devez faire cela. Mais quand le chef de l'État, un ministre, un maire a la possibilité de changer les délais comme il veut, comprenez qu'on n'est pas dans un état de droit. Alors, il faut dire que ce scrutin-là devrait avoir lieu avant la fin du mois de novembre. Ça n'a pas eu lieu. D'ailleurs, le président, je vous rappelle, il y a un an, disait que l'année 2023, c'est une année électorale au Togo. Donc, fin novembre, l'élection n'a pas eu lieu. Après, on l'a programmé pour le 13 avril. Mais bien avant. Bien avant, on a dit que ça devait avoir lieu au premier trimestre. Avant la fin du premier trimestre. Voilà. Ça n'a pas eu lieu. Après, on a dit le 13 avril. Ça n'a pas eu lieu. On a dit le 20 avril. Ça ne va pas avoir lieu. C'est clair théoriquement. Et la prochaine date, on n'en sait absolument rien. Et pour vous, ça pose un problème. Ça pose un problème très basique d'état de droit. Nous ne sommes pas dans un carnaval d'état de droit. Nous sommes comme dans une monarchie où le roi, il décide quand il veut, comme il veut. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, moi je crois qu'il y aura de graves problèmes. Mais ce qui est le plus déplorable, c'est qu'on veut avoir un état très flexible, où ceux qui dirigent ont tout le loisir de faire ce qu'ils veulent, de se reposer comme ils veulent. Ils ne sont pas sous tension en fait, ils ne sont pas sous pression. Vous voyez, dans certains pays, quand vous prenez la France et d'autres pays, même au Sénégal, les gens sont sous pression. Vous sentez que la société civile agit, les citoyens agissent, les partis politiques agissent sur eux et tout le monde est sous pression. Mais au Togo, aujourd'hui, comme l'a dit le ministre Agba, on a un boulevard devant soi où on peut même se coucher parce qu'il n'y a aucune voiture qui passe. On peut faire ce qu'on veut. C'est ça le plus déplorable, le plus décourageant. Pourquoi c'est possible ici et non ailleurs? Vous avez parlé du cas du Sénégal. Vous vous rappelez lorsque Macky Sall a tenté de déplacer la date du scrutin présidentiel, la Cour ou le Conseil constitutionnel est intervenu, a dit non, vous ne pouvez pas. C'est pas possible chez nous au Togo? Non, en fait, c'est des choses qui sont comme une guerre. C'est-à-dire que quand vous faites une guerre, parfois vous vous trouvez devant un ennemi qui est armé, qui est aussi armé que vous, qui a de bonnes stratégies, et vous n'avez pas vaincu. Et vous faites une autre guerre, vous massacrez l'autre, et là, vous avez droit de vie ou de mort sur lui. Là, je comprends pas. Là, le peuple a perdu la guerre devant les hommes politiques. Nous avons perdu la guerre. De répression en répression. Non, attendez, excusez-moi encore de prendre l'exemple du Sénégal. Là-bas, c'est pas le peuple qui a fait pression sur le Conseil constitutionnel. Si, malheureusement. Parce qu'au même moment, les gens étaient dans la rue. Par dizaines, par centaines, par milliers. Alors qu'au Togo, même vous vous rassemblez dans un petit bureau, on a la capacité de vous envoyer des gendarmes pour vous déloger et dire que vous n'avez pas le droit de faire une réunion. Vous voyez? Donc ici, c'est que la dictature je ne vais pas dire la dictature, le système est arrivé à neutraliser tout le monde et à régner sur tout le monde. Devant lui, il n'y a pas de contre-pouvoir. Y compris les institutions? Les institutions, la société civile, tout le monde est au bord du régime. C'est l'impression qu'on a. C'est une impression. C'est l'impression que moi j'ai. C'est l'impression que j'ai. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il dit que heureusement que c'est une impression. D'accord, mais donc il peut y avoir aussi la réalité. La réalité, c'est que par exemple, la semaine dernière, on est parti déloger des gens au siège même de leur parti. Bien sûr. Alors c'est une impression, ça aussi? Ah non, je vous pose la question. Allez vous rassembler. Là, l'impression de Gérard se confond à la réalité. Allez vous rassembler à la colombe de la paix. Vous allez voir si c'est une impression que j'ai, ou bien si vous allez sentir ça dans votre peau. Mais c'est comme ça. Et en tant que journaliste, je sais que à tout moment, je peux aller en prison parce qu'il y a des confrères qui vont tout le temps pour un oui ou pour un non. Ça aussi, c'est une impression. Bon,
Alors, les auditeurs peuvent aussi interagir. Pour l'instant, pas d'appel, mais vous envoyez juste des messages à SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Il y a un auteur qui nous dit on a l'impression que le président ne pense qu'à lui et à lui seul. Il a mis le pied sur toutes les institutions de la République. Il décide de tout et de rien en avertissant personne, y compris les concernés. Je pense que le président et un groupe de personnes décident pour tous les Togolais. La paranoïa a envahi la République. Ils ont peur du peuple. Mais la question des indépendances, ou de l'indépendance des institutions a été toujours évoquée chez nous au Togo. Et on nous a dit qu'il y a le judiciaire, il y a l'exécutif, il y a le président. On nous a dit que ceux qui organisent les scrutins au Togo aussi sont indépendants et tout le reste. Mais la dernière fois, ce qu'on a vu, est-ce qu'on ne peut pas questionner l'indépendance même de la CENI? Je crois avoir appris quelque part que le jour même où on nous a dit que le scrutin est reporté et que la CENI aurait même enregistré le message le matin même pour dire aux candidats, bonne campagne électorale, quoi. Oui, aujourd'hui, le mot de l'actualité, c'est l'impression, parce que même l'auditeur a écrit, oui, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. Voilà, donc le mot de l'actualité, c'est l'impression. Donc c'est pour dire que j'ai l'impression que... Ah, vous aussi. Oui. que finalement, nos institutions sont inféodées. Sont inféodées. Et puis, nul n'a le calendrier républicain, quoi. C'est le chef qui décide. C'est le chef qui décide. Et puis, oui, sauf que je reprenne encore ce terme-là. J'ai l'impression que le pays est géré selon les humeurs donc, du président, quoi. C'est-à-dire qu'il se réveille un bon matin et dit non, ça arrêtons, en fait, faisons ceci, et puis tout le monde dessus, quoi. Il n'y a aucune institution qui peut le dire non, arrêtez, monsieur le président, ça ne se passe pas ainsi, comme nous avons vu au Sénégal, où le Conseil constitutionnel a dit non, monsieur le président, arrêtez. Il y a un calendrier républicain, avançons. Voyez-vous, et à un moment donné, il est obligé de se plier donc au Conseil constitutionnel. Voyez-vous, parce que c'est sa décision qui fait foi. C'est la dernière décision en réalité donc dans le processus. Il a dit non, le Conseil a dit non, arrêtons, et puis tout le monde s'est plié, et puis le processus a continué. Donc voyez-vous, mais ici, les gens n'ont pas en fait le courage là nécessaire donc de faire les choses selon les dispositions, les lois que nous nous sommes même données. Voyez-vous, il y a des dispositions, il y a des lois, des principes internationalement admis en matière donc d'organisation d'un processus électoral. Et on sait que la CENI, dans tous les pays, nous n'en donc les noms qu'on donne, la CEI, la CENI et tout ça, mais on sait qu'au Togo, c'est la CENI qui organise les élections, même si c'est de concert un peu avec le ministère de l'administration territoriale, mais c'est la CENI qui est en fait en pole position au devant de la scène pour organiser les élections. Maintenant, il revient à la CENI de dire non, du fait, donc, non, et puis la CENI aussi doit motiver ses décisions. Mais ici, et la CENI, et le peuple, et tout le monde subit donc, en fait, presque le diktat de la présidence. Parce que c'est un seul communiqué de la présidence qui arrête tout aujourd'hui. Et ne soyez pas surpris que dans quelques jours, par le même canal, on dira qu'on ira à un référendum. Vous savez, il y a toujours dit que le français, le don commun, c'était des astuces pour dire les choses vraies, mais d'une certaine manière. Nous irons très bientôt à un référendum. Et sur l'échelle, peut-être à 95%. La question du référendum, on pourra en reparler tout à l'heure. Justement. Donc, vous voyez, c'est cette manière-là. Maintenant, si vous voulez, je ne sais pas si on peut en parler de cette mission-là, qui est donc sur le terrain, parce que... allons-y, c'est le sujet sans briques. Justement. Alors, donc, en ce qui concerne... Parce que si nous sommes arrivés donc, à ce report du scrutin, c'est parce que le président Faure Gnassingbé a reçu le bureau de l'Assemblée nationale. Enfin, est-ce que c'est le bureau? Parce qu'on a vu quelques... c'est pas le bureau, c'est pas le bureau, puisque de députés. Parce que le communiqué officiel parle du bureau, mais quand on voit les images publiées, on voit qu'il y en a qui sont pas dans le bureau, qui étaient, et il y en a qui sont dans le bureau, qui n'y étaient pas. Voyez-vous, donc finalement... Un groupe de députés. Un groupe de députés. Un groupe de députés conduit par la présidence de l'Assemblée nationale. Voilà quoi, c'est cela. Voyez-vous. Et donc, et dans le même communiqué, en fait, c'est le communiqué qui nous donne en fait deux informations. Le communiqué nous dit, oui, on arrête le processus. Et c'est le même communiqué qui nous dit que la présidence de l'Assemblée nationale, c'est pas la présidente de l'Assemblée nationale qui le dit, ou du moins, c'est pas l'Assemblée nationale qui le dit. C'est le même communiqué qui nous dit que la présidente de l'Assemblée nationale demande quelques jours pour aller faire
des consultations. Donc le même communiqué de la présidence dit tout. Et parle même au nom de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je dis tout à l'heure que j'ai l'impression que le pays est géré selon les humeurs donc, du président. C'est lui qui décide de tout. Maintenant, ceux qui sont sur le terrain, moi je me demande pourquoi encore cette émission. Parce que le même président, le même chef de l'État avait créé en 2015 une commission appelée la commission Awanana. Composée des professeurs Kokoloko, Kodar, Bachana qui est dedans, et il y avait les ministres, il y avait aussi les ministres Ayassor, l'ancien premier ministre, Yaoume Zounou, il y avait même l'actuel président de la CENI, Yago Dabré. Il était également dans cette commission. Ils ont sillonné tout le Togo. Enfin, pas tout, puisqu'ils ne sont pas arrivés finalement à terminer le... Oui, finalement, du fait donc des événements que nous avons connus donc en 2017. Oui, bien sûr. Oui, mais ils ont quand même fait, ils sont allés quand même à Akpenjal Ouest, puisqu'on nous dit qu'ils auront, la nouvelle commission sera également à Akpenjal, quoi. Oui. Donc voilà, ils sont allés à Akpenjal et ils ont recueilli donc la vie des Togolais. Et le rôle ou de la mission de cette commission, c'est de recueillir donc les aspirations donc des Togolais et donc de proposer un certain nombre de réformes. Et c'est ce qu'il a dit. Et dans le texte, dans la mission, il a dit la commission doit tenir compte donc de l'histoire du Togo. Oui. Et les propositions doivent refléter donc les réalités au Togo. Et enfin, on nous dit doit répondre aux aspirations profondes du peuple togolais. Donc il y avait ces trois éléments-là. Ils ont fini. En septembre 2017, ils ont remis le rapport au chef de l'État, au président de la République. Notamment, je crois que c'est le 8 septembre, si je me trompe. Disons, en septembre 2017. Et après, 2 années plus tard, c'est-à-dire en 2019, mai 2019, du fait donc de ce rapport-là, il y a eu une révision constitutionnelle. Et le mandat du président est limité à 2, avec tous les problèmes que nous connaissons. Et on a essayé donc de régler, on a limité le mandat et puis on est revenu à la constitution donc aux élections scrutées à 2 tours et tout ça. Et c'est les mêmes qui demandent aujourd'hui à une nouvelle commission d'aller sur. C'est les mêmes qui avaient procédé ainsi. Maintenant, 2 ans après, les mêmes reviennent sur ce qu'ils ont décidé. C'est-à-dire la commission qui a travaillé en 2015-2017, ils sont revenus sur ce qu'ils ont décidé et ils envoient une autre commission vers les mêmes personnes. Ils reviendront avec quoi? Et après on dira quoi? Voyez-vous? Et c'est l'argent. Je crois que nous allons revenir sur ça dans nos prochaines apparitions, mais je crois que c'est une forme de gabegie. C'est-à-dire qu'on fait un travail 2 fois, pas 2 équipes différentes. Et on a mobilisé donc des sous de l'État pour ce fait-là. Et ils vont revenir, ils vont nous dire oui, nous allons... Je ne sais pas s'ils vont dire autre chose que ce que la commission Awanana a dit. Je ne sais pas. Et quand ils reviendront pour nous dire autre chose, c'est-à-dire ils iront à Akpenjal, la commission Awanana est allée à Akpenjal, elle est revenue avec un certain nombre d'informations qui a permis donc de limiter le mandat présidentiel en 2019. Oui. Maintenant, cette commission ira encore à Akpenjal. Elle va revenir nous dire quoi? Que les mêmes personnes ont dit quoi? Qu'il faudrait qu'on ne limite plus le mandat et qu'on adopte un autre régime. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis que si nous sommes dans une république où tout va à vol, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout va à la renverse, je crois que ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Et l'information, peut-être qu'ils viendront, puisque tout est presque dans le tuyau, on reviendra nous dire que non, le peuple demande à ce qu'on aille à un référendum. Alors, et on aura 3 élections. La question du référendum, on pourra l'évoquer. Alors, sur cette tournée des députés à l'Assemblée nationale, comment est-ce que vous trouvez ça, Elom? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on a une fois procédé à une telle initiative pour voter un test à l'Assemblée nationale parce que des gens ne sont pas d'accord et puis on envoie des gens sur le terrain pour pouvoir convaincre les chefs traditionnels et les groupes organisés, puisque c'est les 2 thèmes là qui ont été donc utilisés? Bon, moi je ne me rappelle pas qu'il y ait eu une révision constitutionnelle qui ait fait autant de remous, à part la révision 2002. Et vous savez, la façon dont les choses se passent véritablement laisse poser un certain nombre d'interrogations. Les députés vont rencontrer
vont faire de larges consultations. Oui. C'est la formule consacrée. C'est ce qu'on a mis dans le communiqué. Oui, mais... Et on se posait déjà la question depuis mercredi soir, ce qu'on met dans les larges consultations. On est en train de faire un débat d'idées, mais je crois quand même qu'à un moment donné, il faut s'asseoir pour pouvoir discuter. Si nous voulons quitter une république à l'autre, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on en discute. Il faut que tout le monde puisse s'asseoir. Il faut qu'on prenne le temps. Oui, mais il faut s'asseoir pour le faire. Il faut prendre le temps de le faire. Il faut s'asseoir, il faut ouvrir un cadre de discussion pour que toutes les forces vives soient représentées. Mais attendez, aujourd'hui, qui ne se retrouve pas dans l'église, qui ne se retrouve pas dans la chefferie traditionnelle, qui ne se retrouve pas à travers les maires, qui ne se retrouve pas à travers les préfets, qui ne se retrouve pas à travers des partis politiques. Les gens sont libres d'adhérer au parti de leur choix. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne consulte pas les partis politiques? Parce qu'ils ont déjà donné leur avis? Parce qu'on connaît leur avis? Parce qu'ils... À peu près, oui. Oui, parce qu'on connaît leur avis. Donc c'est pas la peine de les consulter. Non, quand même. Même si on sait officiellement qu'ils disent non, ils ne sont pas d'accord, mais ok, on les invite quand même à la table de discussion. Il y a l'Église catholique qui a déjà parlé aussi. Oui. Et qui veut discuter. Mais là, l'Église catholique n'est nulle part dans les larges consultations. Moi, qu'on me dise le contraire. En tout cas, pour le moment, on ne sait rien. On a vu le programme. Peut-être que le président de la République va les recevoir spécialement pour en parler. D'accord, très bien. Puisqu'ils ont demandé ils avaient demandé une audience avant de pouvoir sortir le communiqué. Donc, même si on connaît la position des partis politiques de l'opposition ou qui contestent la loi, il faut les inviter. C'est ça la politique, c'est ça la démocratie. Que tout le monde puisse s'asseoir, pour qu'on nous dise, oui, toi tu n'es pas d'accord, pourquoi? Quelles sont les raisons? L'autre dit voilà, on donne la parole à d'autres personnes. Mais la façon dont ça se passe là, ceux à qui on est parti expliquer, il faut que ceux qui vont expliquer même comprennent d'abord. Oui, parce que c'est eux qui ont voté déjà. Non? Oui, mais mon frère Eric, ils comprennent. Il y a des députés au Parlement qui ne savent pas ce qu'on appelle régime parlementaire. Non, Eric, c'est-à-dire que... Il suffit d'aller googler un peu, puis on a une idée sur ce que c'est. Googler, il faut savoir googler aussi. C'est trop simple googler. Parce qu'il y a deux types de régime parlementaire. Oui, bien sûr. Oui, on est dans quel régime parlementaire au Togo? Qu'est-ce qu'on veut nous donner ici? Il faut que les gens sachent. Est-ce que les gens savent qu'il y a deux types de régime parlementaire? Les gens ne savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y aura régime parlementaire. Mais dans quel type de régime parlementaire? On ne sait pas. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que la loi qu'on a votée, il faut que les gens nous mettent ça à disposition. J'espère que dans la tournée de large consultation, là, ils vont publier la loi. Oui, parce que si on n'a pas la loi, on va discuter de quoi? C'est pas que vous êtes venus nous dire et nous parler et puis repartir. Si on n'a pas la loi votée, c'est parce que vous étiez convaincus que vous avez voté cette loi. Donc si vous venez faire de larges consultations, mettez-nous la loi à disposition. Et on discute. Voilà. C'est transparent, c'est clair. Et comme ça, nous allons donner notre avis. Parce que jusque-là, on discute sur des rumeurs. Et sur un vote qui a eu lieu en pleine nuit. Et on se dit que le président de la République sera élu au suffrage, sera élu pour un mandat unique de 6 ans, et que le président du Conseil a plein pouvoir et qu'il sera élu par la majorité parlementaire. C'est tout. On est dans quel type de régime parlementaire? Point d'interrogation. Jusque-là, personne ne nous en parle. On ne sait pas dans quel type de régime parlementaire on nous conduit. Maintenant, sur les autres aspects de la chose, j'avais dit ici il y a 2 semaines que des députés en fonction ne peuvent pas avoir les mêmes prérogatives que les députés en mandat. Ce que je dis est très important. Et il faut qu'à l'avenir, je ne sais pas comment ceux qui seront élus vont s'organiser, mais il faut réviser cette clause. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Par exemple, la dernière fois j'ai lu un test dans un pays comme la Roumanie, mais ils disent que les députés restent en fonction jusqu'à l'élection de leur successeur. Mais que pendant ce temps, ils ne peuvent ni réviser la Constitution, ni toucher à aucune loi ou aucun test organique. Oui. Là, le législateur a été précis. C'est précis. Mais, sauf que ici, pour l'instant... La loi est muette. Oui, bien sûr. Non, en fait, le fait de dire que la loi est muette, je crois que c'est un pis aller. Non, c'est un pis aller. Parce que lorsque vous prenez l'article 144 de la Constitution, vous pouvez même régler là-bas. Non, mais c'est pas... Non, tu sais... Le problème est réglé là-bas. Et Sylvestre, vous savez, la loi, elle est faite par des hommes. Les interprétations, combien de fois les gens ne nous ont pas interprété des tests dans ce pays? Il faut écrire ça noir sur blanc, que pendant cette période, les députés ne peuvent ni réviser la Constitution, ni un test ou un projet de loi organique. Rien. Il faut écrire ça. Pourquoi est-ce qu'on s'était tiré à l'époque en aucun cas? En aucun cas, oui, c'est parce que les gens voulaient voir ça comme ça inscrit en aucun cas. Donc il faut écrire. Les députés ne peuvent ni réviser la Constitution,
Comme ça, c'est clair, quoi. Ça dit, l'article a dit, vous ne pouvez pas réviser la Constitution parce que quand vous êtes hors mandat, vous êtes hors mandat. C'est pas pourquoi ce débat, par exemple, je ne sais pas pourquoi à l'avenir, il faut que les députés qui seront élus puissent le faire ou relancer le débat parce que ce n'est pas normal. Quand on est hors mandat, on est hors mandat. Il y a des prérogatives qu'on ne peut pas prendre. C'est vrai que vous êtes en fonction. Oui. Je vais donner la parole à justement, avant que je voyais, Gérard a écrit beaucoup de choses, donc on va lui donner tout il a pris beaucoup de notes. Oui, moi je voulais juste dire deux mots justement sur le fait que l'article 144 règle le problème. J'ai écouté donc le président de la commission des lois, Monsieur Tichao Tchali, ancien ministre, qui disait qu'en réalité, le mandat des députés n'a pas pris fin donc le 31 et que c'est plutôt le 8 janvier. 8 janvier. Donc ça veut dire que si lui-même il est d'accord que le 8 janvier, leur mandat a pris fin, et on évoque l'article 144. L'article 144 dit qu'on ne peut procéder à une révision lorsque nous sommes dans une période de transition. Alors si lui-même il est d'accord que le mandat a pris fin, donc ça veut dire qu'en réalité il ne peut faire une révision. Mais dans le cas d'espèce, nous ne sommes même pas dans une révision. Nous sommes dans une réforme totale des tests. Et là, l'article... Et donc même les 1/5 qui ont fait l'opposition ne sont pas fondés. Ne sont pas fondés. Voyez-vous, en réalité c'est cela. Donc c'est pourquoi je dis, quand les gens disent que non, c'est pas formellement écrit et tout ça, c'est une manière de se dédouaner. Sinon en réalité, tout est dans ce test-là. Alors, maintenant, comme ils veulent, les gens sont peut-être parfois de mauvaise foi. Bon, on interprète selon leur manière, ne serait-ce pour du moins faire avaliser cette forfaiture. Alors, il y a beaucoup de réactions. Il y a un auditeur qui me dit, par exemple, qu'en voyant tout ça, des rapports, en voyant tout, cas des rapports sortiront pour dire que nos institutions sont les plus meilleures en Afrique. Voilà, j'ai honte pour mon pays, dit-il. L'autre qui dit, vous n'avez pas l'impression que le Togo est comparable à la Russie? Bon, enfin, on ne va pas exagérer non plus, hein. Bon, enfin, c'est son avis, que nous respectons naturellement. Il y a un autre auditeur qui me dit, il y a une question que je me pose chaque jour. Les gens là sont des êtres humains? Oui, bien sûr, ce sont des êtres humains. Un autre qui nous dit, régime parlementaire, oui, on peut être pour, mais avant d'aller corriger le déséquilibre au niveau du découpage électoral, et invitez-nous en dernier lieu, et nous allons nous prononcer par référendum. Dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, comment peut-on gouverner un pays comme une épicerie? Et tout à l'heure, par rapport à la tournée des députés qui a démarré ce matin, on nous a dit que ça va durer 3 jours, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et mercredi. Et puis on s'est rendu compte que l'opposition aussi a prévu des manifestations à partir de jeudi jusqu'à samedi. Bon, pour elle, on ne sait pas si ça va vraiment tenir. Il y a le confrère Ferdinand Haïté qui nous a rafraîchi un petit peu la mémoire ce week-end, hein, par cette tournée-là, qu'en réalité ça a déjà eu lieu au Togo. Il dit ceci, après le discours de la Baule en juin 1990, Gnassingbé Yadema a envoyé sur l'ensemble du territoire les membres du comité central du RPT pour un simulacre de consultation de la population sur l'opportunité ou non d'ouvrir le pays au multipartisme. Et à leur retour, ils ont déclaré que le peuple est contre le multipartisme et veut rester avec un parti unique RPT. La suite est connue. Voilà. Bon, je ne vais pas continuer le reste, c'est un lien sur sa page Facebook, mais et quand vous voyez tout ce qui se passe et tout ce qui est organisé au niveau de l'Assemblée nationale, quel est votre commentaire, Gérard Ouissan? Bon, d'abord, je dis que la suite dont vous parlez là, j'étais dedans. On était étudiants et la suite, c'est qu'on était devenus fous. Et vous allez, quand moi je me rappelle tout ce qui s'est passé à Lomé, on ne dirait pas que c'est nous qu'on avait consulté. Les gens cassaient des choses et c'était terrible. Bon. Donc, ça m'amène à poser la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle consultation. Moi, je crois que le grand problème du Togolais, c'est que nous ne posons pas la question sur la nature des choses. On nous dit qu'on va faire une consultation. Posons la question aux gens, vous voulez faire quel type de consultation? C'est médical? C'est quelle méthode vous allez utiliser? Oui, mais c'est comme ça. On comprend. Non, quand on parle de consultation, quand on parle de statistiques, par exemple, quand on parle de sondage, il y a différentes méthodes, différents types de sondages, avec des formulaires bien clairs, avec un échantillonnage donné. Vous voyez, quand on fait le sondage, vous voulez faire quel échantillonnage? Vous voulez utiliser quelle méthode? Vous nous amenez loin, ça. Non, pas du tout. C'est scientifique. Quand on parle de sondage, il y a des gens qui peuvent essayer de faire, comment on dit là, essayer de faire un sondage, vous allez voir. On va vous arrêter parce que vous n'en avez pas l'autorisation. C'est ça qu'on va vous dire au Togo.
Afro-Baromètre peut le faire, parce qu'ils en ont l'autorisation. Regardez, moi, nous, on ne peut pas le faire. J'ai vu, je crois, le préfet de Lac qui a sorti un communiqué invitant les maires qui doivent être accompagnés de leurs secrétaires généraux, des conseillers municipaux, les groupes organisés et tout ça là. C'est de l'amateurisme. À la place de fête, dans un bar, pour pouvoir. Parce qu'ils vont accueillir des députés. Ça ne s'appelle pas. Il y a le préfet de Vaud également qui a dit. Et là, j'ai le courrier. C'est pas du fake, hein, parce que là, il y a un courrier également du ministre de la Justice et de la Sécurité. On va en parler tout à l'heure. Où le maire et les Guédé-Coco écrit clairement que dans le cadre de la tournée nationale d'information et d'écoute des populations, et là ça change tout, parce que quand on consulte ce que l'Assemblée nationale a distribué, on parle de consultation. Ici le maire lui parle d'une tournée d'information et d'écoute. Oui, et d'écoute. Oui, en réalité, tout est là. Hein. Non, on va vous écouter. Oui, mais Gérard dit quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'en termes de l'échantillonnage, ce que des gens disent. Il faut définir la chose sur laquelle vous voulez travailler. On vous dit quelque chose, vous dissertez là-dessus, sans demander à la personne, définissez-nous ça. Plantez le décor. Qu'est-ce que vous voulez faire? On dit, je veux jouer au tac-tac-ball. Demandez à la personne, qu'est-ce que c'est du football, tac-tac-ball, c'est quoi? Et là, on a les règles du jeu et puis on joue. Mais nous ne demandons pas. Et puis vous voyez, nous parlons. Mais moi, si j'étais parmi ceux qui dirigent le pays, mais je serais content. Parce que j'ai affaire à des gens qui ne se posent pas de questions. En tout cas, ce qui est sûr, l'Assemblée nationale a déjà sa position. C'est qu'elle veut changer la Constitution. Ceux-là qui veulent consulter les chefs de village. Au Togo, les chefs de village sont à 98%, j'ai l'impression, unir. Parce qu'on sait qui les place. On sait qui les place. Je dis c'est mes impressions. Est-ce que vous avez les statistiques? Je dis mes impressions. Beaucoup sont unis parce que quand vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas nommé chef. Vous n'êtes pas nommé chef quand c'est une impression. C'est une impression. Les groupes organisés, j'ai l'impression qu'ils sont tous unis. Parce que quand vous créez un groupe de la société civile qui soit contre le régime, vous n'avez pas de récépissé, on vous détruit. Aujourd'hui, la société civile n'existe pratiquement plus, à part les sociétés, la société civile proche de UNIR. Donc je dis, ceux-là qu'on veut consulter risquent d'être tous de UNIR. Et la vraie impression du peuple, vous savez là où ça s'exprime, soit à travers un référendum ou bien à travers la rue. Le référendum, on l'a pas. La rue, on ne la laisse pas parler. Je crois avoir, selon les renseignements qui sont envoyés ce matin, qu'au niveau de l'opposition, on est en train de considérer cette consultation comme une campagne pour un éventuel référendum. Est-ce que ça peut être ça? Qu'en réalité, le pouvoir est en campagne, et puis après, on vous dit, allons au référendum. Bon, c'est possible. Moi, je l'ai dit, je pense que même si on peut organiser un référendum où les gens votent entre guillemets, pour le changement de constitution. Parce que on les aura préparés, on aura modifié les règles du jeu, on aura embobiné les gens. Ça aussi, c'est possible. Parce que quand on parle du peuple, vous savez, le peuple, excusez-moi, c'est un peu comme du bétail. Ça ne comprend pas grand-chose. C'est pour ça que nous choisissons des élites, mais pour nous diriger. Bon, moi je préfère être très très prudent dans ce cas-là, dans cette histoire-là. Bon, ce que je voudrais dire pour terminer, est-ce que nous avons déjà expérimenté le régime présidentiel dans ce pays? Je crois que non. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas du régime présidentiel du tout. Hein. Quand on n'a pas le droit de faire des réunions, on n'a pas le droit de marcher, on n'a pas le droit de faire des manifestations, il n'y a pas de contre-pouvoir, ça ne s'appelle pas régime présidentiel. Un régime présidentialiste. Donc, nous n'avons rien expérimenté. Nous sommes dans quelque chose d'assez bizarre. Vous faites quelque chose, vous riez très fort. On vous accuse parce que trouble à l'ordre public. Et quand vous avez ri, les enfants courent. Ah, trouble à l'ordre public, caf, on vous coffre. Et c'est ça le régime présidentiel. C'est ça l'état de droit. Nous sommes dans un truc où tout le monde s'amuse. On amuse la galerie. Nous sommes comme dans un grand jardin d'enfants où tout le monde fait du n'importe quoi. Alors pourquoi quitter ça pour changer et trouver un autre régime? Pourquoi ne pas essayer d'appliquer le régime présidentiel dans toute sa splendeur, comme on l'a vu au Sénégal? Et on quitte, même si on va dans le régime parlementaire, vous savez, on fera la même chose aussi. On fera la même chose, ce sera le même jardin d'enfants où il y aura du n'importe quoi.
D'accord. Alors, il y a quelques messages encore. Il y a un auditeur qui me dit le Togo, c'est un gâteau pour vos gouvernants. Ils n'ont aucun contrat social, aucun développement. Regardez l'état de votre pays, c'est de la poubelle. Du n'importe quoi, dit donc cet auditeur assez sévère. Un autre qui nous dit tout ce qui pousse le président fort, Gnassingbé, et qui ne veut plus subir le raclé de 2020 qu'il avait subi. C'est ce que pense donc cet auditeur-là. Mais aujourd'hui, il va falloir forcément aller à une relecture. C'est ce que le président de la République a demandé à l'Assemblée nationale. Alors, des gens sont sur le terrain aujourd'hui pour parler avec les chefs, les groupes constitués. Et là, vous pensez qu'en réalité, c'est tout ça là, mis l'un dans l'autre, c'est un repli stratégique du pouvoir? Bon, moi, je souhaiterais justement que les choses se fassent de façon simple et convenable pour que tout le monde comprenne. Ok. C'est-à-dire que dit que on a voté une loi. Oui. Les gens ne sont pas d'accord, les avis sont partagés. On a vu un groupe d'universitaires qui dit oui, un autre groupe qui dit non, les évêques qui ne sont pas d'accord, la classe politique qui n'est pas d'accord. Ok, il faut que les gens s'asseyent maintenant pour discuter. Mais la façon dont ça se passe là, sincèrement, je crois qu'on peut faire mieux. On peut véritablement faire mieux pour que les choses soient simples à comprendre. C'est tout. C'est-à-dire que... Et puis, le BA de ça, c'est de rendre disponible le test. Ça, on le dit tout le temps. Bon, quand on dit que, par exemple, il y a fake news, que les gens sont... qu'il y a beaucoup de gens qui font circuler des fake news, c'est dû à quoi? Mais libérer l'information. Mais c'est quel test on vote au Parlement au nom du peuple et le peuple ne connaît même pas un seul article? Moi, j'ai jamais vu ça. Bon, maintenant, dans ça, qui promeut les fake news? Parce que, attendez, les gens... C'est les gouvernants. Mais combien de fois... Il y a eu beaucoup de tests qui ont circulé, justement. Évidemment, oui. Il y a des tests qui ne sont pas... Parce qu'on s'est posé beaucoup de questions, on a douté même de la véracité. Mais les gens veulent le test. Pourquoi est-ce que ceux qui ont voté ce test ne rendent pas le contenu disponible? Qu'est-ce qu'on cache? C'est des accords secrets défense? Moi, c'est ce qu'on ne comprend pas. On vous a caché les 19 députés jusqu'au bout maintenant. Vous parlez des tests. Bon, les 19 députés à la fin, on les connaît. On les connaît. Mais les tests aussi, vous le connaissez à la fin. Oui, mais c'est ça le problème. Donc que les gens ne se plaignent pas de fake news. Oui, parce que les gens demandent... ça voudra dire que le Togolais cherche... Cette histoire prouve justement que le Togolais cherche justement à avoir la bonne information. Donnez-lui la bonne information. Si les gens agissent au nom du peuple, au nom de leurs compatriotes, mais qu'ils donnent le test. Mais c'est un test qui concerne tout le monde ou bien? Oui, bien sûr. Ben, maintenant, les fake news, on en a parlé, on continue d'en parler. Ce n'est pas, on le dit toujours, qu'il faut bannir cette façon de faire proliférer les fausses informations, parce que nous sommes des journalistes, on doit lutter rigoureusement contre les fake news. Bien sûr. Mais quand nous-mêmes, journalistes, on demande l'information, le test là, depuis longtemps, on demande, on n'a pas. Ceux qui se disent, qui se réclament de l'opposition au Parlement ou à l'Assemblée nationale, eux-mêmes là, ils ne nous donnent pas le test. Ils ne mettent pas le test à disposition. Mais c'est eux qui clament partout qu'ils agissent au nom du peuple. Ils ont voté contre, ils ont fait ceci. Le test est où? Juste un élément avant de continuer. Pour ceux qui ont suivi le direct de Jerry Tama, c'était, je crois, la semaine passée, jeudi, ou quelque chose comme ça. Oui, jeudi, je crois. Il disait que lui et ses députés, ils sont 3, ils ont voté contre ce test. Et que curieusement, au dépouillement, et là je lui fais confiance, enfin, vous pouvez analyser, il se trouve que il y a un vote contre, une abstention, et puis tout le reste. Est-ce qu'il faut remettre là aussi en cause les votes qui s'opèrent à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Parce que cette déclaration est extrêmement grave. Au Parlement, on peut voter et ne pas retrouver ce qu'on a voté. Oui, en réalité. Bon, c'est vrai qu'après il a fait un autre article le lendemain pour dire que... Oui, puisque après sa sortie... Pour prendre des excuses. Après sa sortie... En fait, lorsque vous suivez bien ce qu'il a dit, et puis il a même pris il essaie donc de prendre un témoin suite de
un écrit donc de notre confrère Ferdinand Haïté qui disait qu'il y avait tellement de bruit, il y avait procuration et tout ça. Et dans ce que Jerry dit, il dit lorsqu'on vote, les gens se plaignent que ce n'est pas ce qu'ils ont voté qui est sorti. Oui. Et il dit tout le monde, pourquoi cela ne peut pas nous arriver au Parlement? Il a même à l'Assemblée nationale, il l'avait dit. Et donc les gens ont compris en réalité dans ce que Jerry dit que c'est vrai, ils ont voté, mais qu'il y a faute. Voyez-vous? Et c'est ce que les gens ont écrit, ont repris sur les réseaux sociaux. Maintenant, il est revenu pour dire autre chose que je n'ai véritablement pas compris. Parce que il dit que c'est parce qu'il a tenté de dire, mais lorsque tu fais un direct, et dans le direct, tu dis, les 3 députés du net ont voté contre. Oui. Et qu'à la presse, c'est autre chose qui est sorti. Ça veut dire qu'en réalité, le message derrière, c'est que nous avons voté des choses qui ne sont pas sorties au résultat. Donc ça veut dire que dans ce contexte-là, il y a eu fraude. Non, je ne vous coupe pas, mais il a parlé de boutade. Qu'il a fait une boutade. Oui. Ouais, en direct, dans son direct, il a parlé de boutade. C'est une sorte d'ironie, c'est une sorte de... Bon, c'est ça qu'il a dit. C'est ce qu'il a écrit dans son communiqué. Non, parce que ça, il est revenu après. Il est revenu après pour ce... Et lorsqu'on dit j'ai fait une boutade, en réalité, ça veut dire j'ai dit des choses que je ne devais pas en réalité. Voyez-vous? C'est cela. J'ai dit des choses que je ne devais pas. Maintenant, bon, Jerry, c'est Jerry, quoi. Voilà. Il avait du Jerry. Maintenant, la question, non. Sur les fake news. Non, avant même d'arriver aux fake news, vous parlez donc de si c'est un repli stratégique. Oui, bien sûr. Non, moi je dis non. Parce que lorsque vous avez lu tout à l'heure donc le communiqué donc, du préfet, je crois que c'est Leguédé qui dit, ils sont venus, il y a écoute et information et écoute. C'est-à-dire on va vous écouter. Mais cela ne veut pas dire qu'on va prendre en compte ce que vous avez déclaré. Bon. La preuve, déjà avant même d'aller à l'information et à l'écoute, il y a un ministre qui a dit que le processus ira à son terme. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une autre optique, mais le processus ira à son terme. Ça veut dire on va vous écouter, bon vous allez parler, mais sauf que ce qui est voté est déjà voté en réalité. Ça ira donc à son terme. Maintenant, lorsque vous prenez tous ces éléments-là, et j'ai souvent l'habitude donc de prendre une citation pour élucider véritablement ce qui est dit. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'aigle qui décide quoi. C'est-à-dire que l'aigle peut entendre chanter les petits oiseaux, mais ne s'inquiète aucunement de ce qu'ils chantent. On va vous écouter, vous allez parler, mais bon, la vie continue, ou du moins la caravane passe. En réalité, c'est cela. Donc, il n'y aura pas autre chose que... C'est pourquoi, quand vous écoutez les présidents des partis politiques, du moins ceux de l'opposition, ils disent que, bon, pourquoi aller discuter de quelque chose qui est déjà arrêté? Et lorsque vous avez écouté Jean-Pierre Fabien sur RFI, c'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi aller discuter avec des gens qui ont déjà des idées arrêtées? Ils disent que nous ne sommes pas dans une autre optique. Ce qui est décidé, c'est que on doit aller donc à une nouvelle constitution, voter notamment le 25 mars. Et donc, nous sommes dans cette logique-là. Il n'y a pas autre chose. Il n'y aura pas autre chose. Le processus ira à son terme. Alors, vous voulez encore discuter avec ces gens-là, pourquoi? Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi je dis que ceux qui sont allés donc, sur le terrain, ils vont revenir avec les informations ou les éléments avec lesquels ils sont partis. C'est-à-dire que c'est fait, quoi. Et à la rigueur, tel que je le dis, en début d'émission, oui, on ira. Mais donc... En même temps, il y a eu ce vote le 25 mars, vous l'avez précisé de nouveau. Et puis le président de la République n'est pas peut-être satisfait, peut-être aussi parce que dans l'opinion, il y a eu beaucoup de critiques. Il dit à l'Assemblée nationale, procéder à une seconde lecture et puis tâcher de consulter le maximum de personnes. L'Assemblée qui décide, n'est-ce pas, d'aller consulter les gens. Bon, Gérard n'est pas d'accord par rapport à la terminologie. Les gens vont quand même sur le terrain, les députés, pour pouvoir donner les informations, naturellement. Il me semble que c'est de la Constitution dont il s'agit. Les écouter, on rapporte, on va à l'Assemblée nationale. Et puis pendant ce temps, eh bien, voilà, on prendra du temps. Et certains disent qu'en réalité, le régime de Faure Gnassingbé est en train de gagner du temps pour faire autre chose. Et vous pensez que c'est vrai, Gérard? Bon, moi je pense que la finalité de tout ceci, c'est que le chef de l'État, il reste au pouvoir. Ça, je suis honnête. C'est l'impression que j'ai. Oui, mais son mandat n'est pas encore terminé. C'est dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour des impressions. Oui, de toute façon, son mandat n'est pas encore fini. Il est là. Oui, mais aller au-delà de 2025, aller au-delà de 2030.
Ça se prépare aujourd'hui. Bon, mais est-ce que c'est bon pour le Togo? Est-ce que c'est pas bon pour le Togo? Je n'en sais rien. Mais quand nous discutons dans ce studio, vous ne remarquez pas qu'on ne s'en sort pas. Ça veut dire que le Togolais ne s'en sort plus. Nous discutons, on peut discuter pendant 1000 ans, nous en serons toujours au même point. Pourquoi? Parce que moi je crois que les gens, délibérément, refusent le bon sens. Ce qu'on appelle le bon sens. Vous savez, le bon sens n'est pas écrit dans les constitutions, ni dans les règlements, ni dans les lois. Le bon sens, c'est ça, c'est ce petit truc-là que l'homme a en lui. Ça dit que quand vous faites l'auto-école, est-ce qu'on vous dit par exemple, quand brusquement un chien traverse la route, il faut faire ceci? Non. Est-ce qu'on vous dit quand il pleut, vous ne voyez pas loin, il faut réduire la vitesse à 20 à l'heure, à 30 à l'heure? Est-ce qu'il y a ça dans le code de la route? Mais vous-même, le bon sens vous dit, ça, je ne dois pas faire, ou bien dans telle situation, je dois réagir comme cela. Je vais vous raconter une toute petite anecdote de quelques secondes. Quand nous, on était étudiants, on devait quitter ce qu'on appelait dans le temps villa d'étudiants. On vous logeait là-bas, et pendant les vacances, on vous faisait tous sortir. Et à la rentrée prochaine, on vous faisait rentrer. On devait sortir un mercredi, et le mardi, on entendait le voisin, il tapait le mur. Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais qu'il enfonce un clou. Mais tu enfonces le clou, pourquoi? Il dit, mais c'est pour accrocher mes habits. Vous voyez un peu. Alors que le lendemain, on devait sortir. Et lui, il enfonce un clou dans le mur le mardi pour mercredi sortir. Il n'a pas le bon sens. On était des petits gars de 20 ans. On était des petits enfants de 20 ans. Mais on s'est dit, mais écoute, tu fais quoi? C'est pas possible. On s'est tous posé des questions. Mais c'est cela que j'appelle le bon sens là. Ça a déserté ce pays. Et vous voyez des ministres qui disent des choses qui sont en marge du bon sens. Vous voyez des hommes politiques qui disent des choses sans tenir de leur bon sens. Bon, moi, je crois que nous perdons notre temps à venir dans les studios, à écrire dans nos journaux, à faire ceci, à disserter. Quand les gens ont délibérément décidé de ne pas tenir compte de leur intelligence. Bon. Parce que là, c'est de l'intelligence aussi. Le bon sens, quelque part, c'est de l'intelligence. On met l'intelligence entre parenthèses et puis on se lance dans le juridisme, dans des trucs pas possibles. Le juridisme, sans le bon sens, sans l'intelligence, c'est du zéro. Alors. Et l'homme a parlé tout à l'heure des universitaires. Sincèrement, il y a des universités que moi j'ai écoutées. Oui. Je n'ai pas vraiment envie d'avoir une agrégation. Je vous dis. Sincèrement, ça je le dis honnêtement. Je n'ai pas envie d'avoir une agrégation. Par contre, vous croisez des gens qui ont peut-être seulement le BPC, mais qui raisonnent très bien, tout simplement. Comment vous expliquez ça? Donc, les trucs, c'est pas dans les diplômes, sincèrement. Les diplômes, c'est bien, mais parfois, l'intelligence, c'est autre chose que l'intelligence. Bien sûr. Juste, avant d'évoquer le cas du Sénégal... militants aussi. Comment? Peut-être qu'ils sont militants aussi. Oh, mais militants, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre entre parenthèses votre intelligence. Non, c'est le droit militant, quoi. C'est le droit militant. Alors, juste votre avis sur ce communiqué du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je voulais lire rapidement donc, ce communiqué-là, afin que ceux qui n'avaient pas lu ou n'avaient pas eu ce communiqué puissent avoir une idée là-dessus, parce qu'en réalité, ça ne concerne pas que les médias, mais tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui forcément ne créent pas le contenu, mais qui partagent ce contenu, parce que la loi aussi les attend. Alors, les deux ministres nous disent ceci, qu'en cette période de la vie nationale, marquée par de nombreux débats, et prise de position d'acteurs politiques et de la société civile, liée entre autres au processus de révision de la Constitution et aux prochaines consultations électorales, la libre expression des opinions et des points de vue demeure primordiale dans le respect des lois et règlements en vigueur. Malheureusement, il a été relevé que certains de nos concitoyens se servent des réseaux sociaux pour propager, soit délibérément, soit par ignorance, des informations dénuées de tout fondement et susceptibles de provoquer des troubles à l'ordre public. Aussi, est-il rappelé à l'attention de tous que le délai d'information via les médias traditionnels ou, enfin le relais d'information via les médias traditionnels ou par le truchement des réseaux sociaux reste soumis au respect de la déontologie et de l'éthique en matière d'information et de la communication, et généralement à un devoir de responsabilité et de vérification des contenus partagés. En effet, la diffusion de fausses informations, la calomnie, la diffamation
et les dérives notées dans l'exercice du droit à la liberté d'expression et du droit à l'information menacent la quiétude des populations et constituent des atteintes à la paix sociale, à la cohésion nationale ainsi qu'à la sécurité et à la stabilité du pays. Ces infractions sont prévues et punies par le Code pénal et plusieurs autres textes et règlements, notamment le Code de la presse et de la communication, la loi relative à la protection des données à caractère personnel et la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité en République togolaise. Leurs auteurs et complices s'exposent donc aux rigueurs de la loi, de même que les usagers des réseaux sociaux et autres espaces d'expression publique qui viendraient en manquer de faire preuve de parcimonie, de responsabilité et de vérification de toute information avant sa redistribution. La promotion d'un environnement médiatique et numérique sûr pour tous demeure un élément fondamental, pour la protection, la protection des libertés individuelles et publiques et pour le renforcement de la démocratie dans notre pays. Aussi, nous voudrions vous convier à plus de responsabilité dans vos différentes actions de diffusion et de redistribution. Ça, c'est le ministre de la Justice et de la Législation et son collègue de la Sécurité et de Protection civile. Donne leur nom. Qui, oui, mais... Comment c'est signé, en fait? Bon, fait allumer le 7 avril. Oui. Signé MIPAB, voilà. Namtougli, garde des Sceaux, oui. Ministre de la Justice et de la Législation. Oui. Ambassadeur Kalis Batossi Madjulba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Juste rapide commentaire sur ce sujet-là, et puis on passe à un autre sujet. Je vais commencer par vous, Sylvestre Béni. Quand moi j'ai lu le communiqué, je croyais que c'est un fake news. Non, comment ça? Pourquoi? Parce que c'est pourquoi j'ai insisté à ce que tu lises les signataires. On a mis ambassadeur Kalis Madjulba, ministre de la Sécurité. Ouais. Je crois que notre ministre s'appelle Kalis Madjulba, maintenant ministre de la Sécurité. Le petit nom, le prénom donc de notre ministre, c'est pas ambassadeur. Non, son petit nom c'est Kalis. Voilà. Mais on a mis ambassadeur Kalis. Il semble que c'est un titre. C'est comme on dit professeur tel. Non. Ils ont mis. L'enseignant a dit que c'est un titre honorifique. Donc ambassadeur Kalis. Non. C'est-à-dire que son nom, le nom donc de notre ministre, c'est Kalis Madjulba. Maintenant, il est ambassadeur. Donc on revient à la ligne, mais ambassadeur, ministre. Ah, d'accord, très bien. Alors, je vous suis maintenant. Oui. Son petit nom n'est pas ambassadeur. Ah, ouais. C'est pourquoi je croyais que c'est un fake news. C'est un fake news. Puisque le petit nom, donc le prénom donc, de notre ministre, c'est pas ambassadeur. Mais ça ne figurait nulle part sur son acte. Sur son acte. Celui que nous connaissons, c'est Kalis Madjulba. Maintenant, il est ambassadeur. Vous revenez à la ligne, vous mettez ambassadeur, ministre de la Sécurité. Correction. Voyez-vous. Il a été longtemps ambassadeur. Donc, c'est bien que l'ambassadeur est devenu donc son petit nom. Non, voilà. Bon. Parce que quand j'ai vu ça, je me dis, est-ce que c'est un vrai document ou c'est un fake news? Quand moi, je vous disais qu'on est dans un jardin d'enfants, vous ne me croyez pas. donc voilà le premier élément. Ce sont des détails. Ce sont des détails, mais importants. Pas du tout. Oui. Mais la fonction de la personne est importante. Bon, c'est pas ça l'important, c'est le contenu. Justement, c'est pourquoi j'ai vu ça. Je croyais que ce sont quand même des gens qui s'amusent et puis bon, ils ont dit ambassadeur, je croyais que c'est un fake news. Maintenant, sur le fond, sur le contenu. C'est ça qui m'intéresse. Oui, c'est vrai que les fake news, il y en a et partout, tout ça. Et nous ne faisons pas la promotion des fake news. Mais lorsque vous êtes dans un pays où tout est verrouillé, où personne ne vous donne l'information, vous avez même à l'information, on vous refuse cela. Si bien qu'on renvoie les gens à faire des supputations. C'est pas ce que nous disons, c'est pas pour faire donc la promotion des fake news. Tout à l'heure, vous avez vu que même le document, c'est-à-dire la nouvelle, la constitution là, c'est sur les réseaux sociaux que nous avons retrouvé. Oui. Et certains journaux l'ont publié intégralement. Oui, bien sûr. Et nous avons plusieurs versions de ces documents-là, mais qui disent presque la même chose. Est-ce que demain on va dire que des gens sont dans le fake?
Est-ce qu'on va dire que les gens sont dans le fait? Si le document en soi, même le conseil spécial du président de la République n'a pas la dernière mouture. Ce que nous avons dit la dernière fois. Oui, bien sûr. Même le conseil spécial chargé donc de la politique du chef de l'État, il n'a pas la mouture. Lorsque nous sommes dans ce cas de figure... Mais c'était avant. C'est avant le débat. Oui, avant le débat. Peut-être maintenant, peut-être quoi. Oui, peut-être. Oui. Il y a l'impression qu'il a peut-être quoi. Voilà. Donc, ce que nous disons, c'est que lorsque vous êtes devant ces faits-là, mais souffrez que les gens aillent un peu funer et revenir avec un certain nombre de choses. Parce que si vous leur donnez la possibilité, aujourd'hui, vous ne pouvez pas appeler peut-être même pas un ministre, c'est-à-dire vous appelez un chargé de communication donc d'une institution de la presse, vous dit voilà, vous avez eu telle information et que vous voulez vérifier, vous dit je vous reviens. Et il ne vous reviendra plus. Et parfois les gens le font sciemment pour bloquer un certain nombre d'informations. C'est-à-dire que vous avez déjà un élément et vous voulez avoir donc leur version des faits pour équilibrer le papier. Mais parce que les gens ne veulent même pas qu'on écoute l'autre version, ils vous disent je vous reviens et ça fera 20 ans, ils ne vont plus revenir. Devant ce genre de situation, on fait quoi? On s'abstient. Ah mais on ne peut pas. Là on s'abstient, on bloque la République. Parce que tout ce qui est dit aujourd'hui sur la nouvelle constitution, c'est les médias qui l'ont révélé. Oui, bien sûr. Parce que c'était des choses qui étaient presque à catimini quand les gens refusent le mot. Non, c'est des idiots qui... Et même la dernière fois, j'étais sur la radio et un initiateur, l'un des initiateurs du projet. C'est qui ça? Il est sur la... C'était le député Sodoké. Ah. Mais je lui ai même posé la question en direct, c'est-à-dire après, le mercredi dernier. Si vous êtes porteur du projet, mais il n'arrive pas à le dire. Or, tout le monde c'est-à-dire que son nom circule déjà sur les réseaux sociaux et tout ça. Et tout le monde sait qu'il est l'un des signataires. Mais je lui ai encore posé la question en direct devant lui. Il n'a pas eu de courage. Il n'a pas répondu. D'accord. Mais lorsque vous êtes devant ce genre de situation, on fait quoi? Alors, par rapport à ce document-là, ce communiqué des deux ministres, il y a un auditeur qui me dit, si on comprend bien, on ne veut pas avoir des débats dans les groupes WhatsApp. Je crois pas que ce soit ça. Maintenant, si quelqu'un est à l'étranger, ils vont faire comment pour le sanctionner? Décidément, il faut que nous, les jeunes, on quitte ce pays. On va laisser un mandat d'arrêt. Bon, Gérard, par rapport donc à ce communiqué des deux ministres, votre commentaire rapide, parce que... Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Okay. Sylvestre, il a relevé cette histoire d'ambassadeur. Bon, on sait qu'il était ambassadeur en France, en Italie, tout ça. Il était. Je ne sais pas si on l'a remplacé. Il cumulait beaucoup de pays. On l'a pas remplacé, donc il est. Bon, c'est pour dire que nous faisons de l'amateurisme. Au niveau de l'État, comme à notre niveau. On parlait tout à l'heure de fake news. C'est quoi fake news? Si moi je dis par exemple que le chef de l'État, il a 60 ans, alors qu'il en a 58, est-ce que c'est du fake news? Oui, bien sûr, vous n'êtes pas dans le vrai. Donc je peux aller en prison pour ça. La loi est là pour vous redresser. Voilà, c'est de ça que je parle. Ça dit que le Togolais aujourd'hui ne se retrouve plus. Ça dit qu'il ne sait plus ce qui peut l'amener en prison ou non. Même les juges ne savent même plus par quel bout prendre le pays, quoi. Ils vous ont dit ça, les juges? Mais c'est l'impression que j'ai. Si moi j'écris par exemple qu'il a 60 alors qu'il en a 58, on peut me dire, bon, c'est une façon de saboter sa politique, tout. Et je me retrouve au SCRIC. Vous voyez? Donc c'est un pays qui est devenu assez compliqué. Bon, quand on parle par exemple de ce que moi je voudrais, il faut une vaste opération de moralisation de la vie publique. Malheureusement, nous en sommes arrivés à ce point que on ne sait même plus où donner de la tête. Tout est mélangé. On nous ment à la télévision, on nous ment sur les radios, on nous ment partout, on change les termes, on abrutit même dans les écoles. Vous voyez des ministres là qui abrutissent les élèves et tout. Et ils forment quoi? Des adultes qui n'ont pas de repères. Moi je crois que courageusement, il faut procéder à une opération. Au lieu de changer la constitution, mais passons ce temps-là à moraliser la vie publique. On va se dire, en un an ou 2 ans. Non, les académiciens peuvent le faire, les professeurs d'université, les églises et tout. On peut changer la mentalité des gens de ce pays et vous allez voir dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous verrez des juges intègres, des juges qui sont capables de discerner le vrai du faux, le bon du mauvais. Aujourd'hui, vous trouvez des jeunes juges qui ne savent même pas ce qui est bien, ce qui est mauvais. Il a la conscience émoussée. Sa conscience ne l'interpelle pas.
C'est ça qui est grave. Moi, je parais un peu défaitiste, mais je pense qu'on finira par me donner un peu raison, parce que c'est très difficile aujourd'hui d'évoluer dans ce pays, dans la liberté. Or, sans la liberté, on n'aura jamais le développement, ni aujourd'hui, ni dans 100 ans. Bien. Des êtres humains qui ne sont pas libres, alors, ils ne pourront jamais développer. Il y a un auditeur qui nous dit: ne soyons pas surpris de voir encore des journalistes jetés en prison très bientôt. Ce communiqué balise la voie. Que Dieu veille sur vous. C'est ce qu'il nous dit. Un autre auditeur qui nous dit une interrogation à nos intellectuels, notamment M. Godard, Ona Kokoroko. Pourquoi on ne les avait pas vus avec la même énergie sur les médias justifier le coup de force de M. Faure Gnassingbé en 2005? Le peuple ne dit rien, mais on vous observe, messieurs. Une élection que le président peut reporter comme il veut, ne peut-il pas le remporter? C'est entre autres interrogation de l'auditeur. Et l'homme, sur le communiqué, un mot? Oui, moi, ça peut jeter un coup de froid sur les médias aussi, parce que au-delà du fait qu'on parle des réseaux sociaux, mais dans le communiqué, on a bien dit que même dans les médias traditionnels, et quand on rappelle ça, on peut aussi imaginer ce que c'est à peu près. Oui, mais du moment où l'information n'est pas officielle, c'est vrai que le journaliste, il est toujours à la quête de l'information, de l'exclusivité, mais on ne va pas aussi attendre l'information officielle. Et du moment où on a toutes les preuves de notre information, on peut quand même publier, si on a les preuves et les sources qui sont fiables et puis qui sont correctes. Bon, maintenant, il va falloir qu'on puisse également nous aider en nous mettant la loi à disposition. Parce que la loi... Non, mais Eric, on fait un débat sur quoi? Alors, on ne peut pas vous condamner malgré vos sources. Faut pas blaguer, hein? Oui, non, je comprends. On vous empêche de vouer vos sources. Je comprends. Non, Gérard a raison. Mais en réalité, la loi qu'on a voté, que les gens disent on va voter, mais ce débat-là, c'est que ce que je dis depuis au moins 30-45 minutes là, est-ce que ça fait pas honte que des étrangers soient à l'écoute, qui nous écoutent en disant que donc la loi dont il est question là, que les journalistes même ne l'ont pas, que les populations ne l'ont pas. Finalement, c'est de quelle loi, c'est de quelle révision constitutionnelle on parle si on n'a pas la loi votée? Bien. Je sais pas, c'est-à-dire qu'on fait un débat sur quoi? C'est pourquoi je dis à la limite, arrêtons les débats. Parce que s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas de débat. Je ne sais pas pourquoi les gens font les consultations alors. Est-ce que vous avez envie d'écouter la Cour constitutionnelle sur tout ce qui se passe depuis un temps? La Cour constitutionnelle n'est pas complète. Mais elle peut délibérer. Ouais. Oui, elle peut délibérer, c'est vrai, mais elle n'a pas de président. Donc avançons. Bon, est-ce qu'on a dit dans la Constitution qu'elle doit délibérer seulement quand il a du président? De toutes les façons, on ne peut pas rester dans une classe sans major. Sinon, toute la classe n'est pas fonctionnelle. C'est ça qu'il veut dire. C'est pas une machine fonctionnelle. Qui va diriger? Vous avez une moto qui manque de 2 roues ou bien qui manque de guidon. Ce n'est pas une moto. C'est pas fonctionnel. Il y a un président, il y a un vice-président. Ah ouais, d'accord. Et vous avez une moto qui n'a pas de guidon, mais ça a une roue arrière, une roue avant. Dans 5 minutes, on donnera la parole aux auditeurs pour ceux qui souhaiteraient nous appeler en direct dans 5 minutes précisément. Mais l'actualité, c'est aussi au Sénégal et dans l'opinion avec cette jeunesse qui est au gouvernail aujourd'hui au Sénégal. On les voyait venir, hein. Ousmane Sonko et son ami Diomaye Faye qui devient président aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un pouvoir bicéphale, un fauteuil pour deux? Diomaye Faye président, Sonko vice-président ou premier ministre, on va dire. Oui, c'est une question pour un champion. Hein. Mais bon, je crois que même lors des campagnes, je crois Bassirou Diomaye Faye a effleuré l'idée d'avoir le poste de vice-présidence. Mais tout cela, donc il faudrait un certain nombre de réformes pour l'avoir. Mais aujourd'hui, je crois que oui, nous avons presque un fauteuil pour deux, parce que Bassirou, il faut le dire, c'est un candidat par substitution. Oui. C'est un candidat par défaut. Ne dis pas défaut, oui. Par défaut. Donc, et c'est quelqu'un qui n'a Dieu que pour son cours. La preuve, même son enfant il a donné le nom de Ousmane Sonko à un de ses enfants. Donc, et à chaque fois que, même lorsque vous voyez lors des campagnes, à chaque fois que
Sonko doit intervenir, dit mon président, lui, non, c'est plutôt le président. Vous voyez même ce jeu-là. Et puis, même après l'élection, quand il a été reçu par le président sortant Macky Sall, quand il a tweeté, il dit j'ai été reçu ce matin par le président de la République en présence donc du président Ousmane Sonko. Bon, c'est lui, il essaie donc de s'effacer, de mettre un peu Sonko devant. Mais ce qui me plaît dans ce duo-là, c'est que Sonko fait toujours de son mieux pour s'effacer. Hein? Donc en lui donnant donc la primeur des choses, la primauté, même quand ils ont été reçus par Macky Sall, lorsque vous voyez la vidéo, et Bassirou a salué et Macky Sall, et il se met en retrait pour demander à Sonko de faire de même. Voyez-vous, il donne trop donc de place à Sonko, c'est vrai, bon, c'est son mentor. Mais ce qui est quand même, ce qui fait la beauté donc de la démocratie sénégalaise, c'est que vous voyez que tout se passe presque très bien entre les deux. Oui, pour l'instant, ça se passe très bien. Pour l'instant. Et l'homme, par exemple, vous vous rappelez de Laurent Gbagbo, je crois, c'est lui qui disait que pour la présidence, c'est pas un banc. Le fauteuil présidentiel n'est pas un banc. Oui, c'est pas un banc. Bon, moi je crois qu'il faut saluer ce leadership entre ces deux personnalités. C'est la jeunesse qui prend le pouvoir. Oui, 44 ans, être président de la République du Sénégal, et je crois quand même qu'ils ont quand même osé, ils se sont bataillés, ils ont lutté pour pouvoir être à ce niveau. Et comme le pouvoir reste ce qu'il est, et aujourd'hui, la nomination de Sonko au poste de Premier ministre n'étonne personne. C'est quand même, tout le monde pressentait cela, parce que Sonko était quand même grand favori de cette élection. Et finalement, avec son inéligibilité, c'est son frère et ami Faye qui est élu président. Donc en réalité, Faye étant conscient du fait que c'est Sonko qui détient véritablement les manettes, et que sans lui, il ne pourra pas véritablement faire donner de l'harmonie à la pâte ou faire lever la levure. Donc il va falloir qu'il puisse être en concordance avec lui sur certaines décisions. Exactement. Puisque je crois que c'est le projet de société de Sonko qui sera exécuté. Du moment où c'est ça, en tant que chef de l'action, du gouvernement, de la coordination de l'action gouvernementale, il va falloir qu'il puisse retrousser ses manches pour que véritablement il puisse servir la nation sénégalaise. Mais je crois qu'au-delà de tout, c'est une très belle leçon de démocratie. Une leçon de démocratie, ce qui se passe au Sénégal. On avait pensé un temps, lorsque Macky Sall a voulu opérer son forcing, que la démocratie sénégalaise est à terre. En réalité, c'est pas vrai. Il y a des ressorts. Bon, moi je dis qu'il faut attendre quand même. Dans tout cela, il faut attendre. Et chaque pays, chaque individu réagit différemment. Mais il y a une constante, c'est que quand on est en démocratie et qu'il y a alternance à l'horizon, les choses sont toujours moins tendues. Vous savez que le type il peut jouer à son malin, mais après 5 ans, il va partir et j'ai toutes les chances de venir moi aussi. Et puis quand l'autre n'est pas tout puissant, il n'a pas le droit de vieux de mort sur les gens, faire tout ce qu'il veut, c'est toujours moins tendu. Il est comme sur une scène de théâtre, il va jouer 5 ans et puis il va partir, son rôle sera fini et puis il va partir. Donc je crois que ça va jouer en faveur des Sénégalais, et Sonko et Faye ne vont pas finir par se battre. D'ailleurs on l'a vu dans certains pays comme par exemple le Cuba, comme Cuba, Raoul et Fidel Castro, c'est des gens qui ont combattu ensemble. Même Che Guevara et Fidel Castro, c'était des camarades de lutte, mais quand Fidel Castro a pris le pouvoir, Che Guevara il s'est cherché ailleurs, en Bolivie, il est même venu jusqu'au Zaïre, tout ça là, il a continué sa vie de guerriero. Bon, c'est possible. Donc moi je me dis, ça peut aller. On peut même comparer Poutine et puis Medvedev. Et Dimitri, oui. Ouais, Medvedev, ils ont joué ce rôle-là. Bon, toi, tu es Premier ministre pendant 5 ans, après, je reviens prendre mon fauteuil. Ouais. Voilà, donc c'est possible. Moi, dans l'histoire aussi, il y a eu quand même des exemples malheureux. Oui, évidemment, c'est ça qui est le plus... C'est pour ça que je dis que c'est en cas de pouvoir absolu et en cas d'absence d'alternance que les gens postent des gestes désespérés. Ils se disent, si je le laisse là-bas, si je ne le tue pas, il va rester toute sa vie. Et là, on fait un coup de force. Mais quand on sait que c'est pour un temps, même quand vous faites le coup de force, les gens vous disent, mais vous pourrez attendre un peu quand même. Oui, c'est tout. J'ai une question. Un exemple malheureux au Togo aussi. Bon, voilà, un peu... voilà. Olympio? Non, pas Olympio. Quel exemple? Non, il y a pas. Il a eu la peur. Il y a Pachanya Singh. Quand vous faites le coup, venez ensemble au pouvoir. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà, c'est un... Machiavel.
Un pouvoir collégial, c'est terrible. Bon, mais il y a pire que ça. Il y a Blaise Compaoré. Oui, je voulais pas. Et puis Thomas Sankara. Oui, il y a des exemples aussi. Même Mobutu et puis Patrice Lumumba. Non, là, c'était pas collégial. Patrice Lumumba l'a nommé carrément et il a trahi son chef. Ah oui, mais au Burkina, ça, c'était un pouvoir collégial. Ils sont venus ensemble. Très bien. Peut-être que Sonko fera un mandat et puis passera la main à c'est ce que moi aussi je pense. Il va faire un mandat et devenir le Premier ministre. Et ça, c'est aussi une manière pour les Européens. Messieurs, merci beaucoup. On va maintenant écouter les auditeurs. On vous a écouté pendant... Assez. Oui, assez. 1 heure. On donne maintenant la parole aux auditeurs sur le 92 60 81 81. Vous mettez vos casques, s'il vous plaît. Et on va écouter les auditeurs ensemble sur leurs commentaires des sujets qu'on a abordés. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, c'est monsieur? Monsieur Abalo. Monsieur Abalo, comment allez-vous? Nous vous écoutons. Je vous appelle d'Agoué. Très bien, nous vous écoutons. Bon, moi, le premier sujet, c'est concernant la constitution là. Je vous avais dit que affaire de constitution là, c'est un simple problème. Je vous avais dit ça l'autre fois. Le gouvernement n'a qu'à prendre un décret, comment vous appelez ça. On dit mandat 40 ans et renouvelable une seule fois. Et ça, 20 ans renouvelable une seule fois. Ah, avec 40 ans. 20 ans renouvelable une seule fois, ça fait 40 ans. Oui. Oui, comme ça, on va laisser affaire de conscience. Parce qu'on a autre problème que affaire de conscience. C'est le problème de conscience. C'est ça qui est le problème des Togolais. Les Togolais, on a besoin des infrastructures, les routes, les ponts, tout ça là. Mais affaire de mandat, on perd le temps, mais de perpétuer le commencement. 20 ans renouvelable une seule fois. Et on avance, on va au référendum, on vote. Tous les Togolais vont voter. Et puis comme ça, celui qui est là, il sait qu'il a 40 ans. Il peut finir son programme et partir après. C'est fini. Bon. Maintenant, je vais au Sénégal. D'accord. Et vous-même, vous venez de donner des exemples là. Et ça dit, ce duo, c'est un bon duo. Ils ont bien commencé, mais il y a les épines derrière. Parce qu'il y a jamais deux capitaines dans un bateau. Oui. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous venez de donner des exemples. Ça dit, Sonko doit faire très attention. Il doit savoir que même ton ami, ou bien même ton enfant, si tu le mets à la tête d'un pays, ou bien tu le donnes le fauteuil d'un roi, oui, c'est ton chef. Tu dois te soumettre à lui, sinon, exact. Vous allez voir, moi je vous donne 2 ans. Ils ne vont pas s'entendre. Envoyez-leur quand même des bonnes ondes, hein, parce qu'ils en ont besoin. Comme ça, Eric, c'est la loi de la nature. Ah oui. Parce que Sonko va vouloir s'affirmer. Des trucs à faille et ils ne vont pas s'entendre. Bon, maintenant après, c'est des problèmes. L'autre le président sera... Et Diomaye Faye sera obligé de le renvoyer en exil pour être libre. C'est comme ça. Vous me donnez raison dans 2 ans. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Abalo. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Il y a un autre qui nous dit par rapport au Sénégal. Très fier du Sénégal. Il y a des vrais intellectuels là-bas. Enfin, c'est ce qu'il dit encore cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit vous parlez des jeunes au pouvoir et de leur dévouement pour leur peuple. Mais j'aimerais vous demander quel est l'âge de Faure Gnassingbé quand il a pris le pouvoir en 2005. Et le Togo est devenu quoi? Gouverner, c'est prévoir. Et non, mon papa m'a dit 2. Bon, d'accord. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Komi. Monsieur Komi, comment allez-vous? D'accord, on a compris. Ça ne va pas. Allez-y. Allez-y. En toute franchise, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Le duo, je vais revenir. Le duo sénégalais, je pense que c'est Sonko qui porte plus valablement la question de société. Parce que je l'ai beaucoup suivi sur le YouTube. Donc, avec un peu d'humilité, il peut laisser son frère gérer et après revenir, rebondir si, entre-temps, son frère a manqué au programme de société qu'il vantait. Maintenant, on revient au Togo pour en parler de ce qui ne va pas. Avec beaucoup de recul, j'ai repris la Constitution, j'ai relu l'article 52 et j'ai pu comprendre ce que le législateur voulait dire. Avant que votre mandat de 6 ans ne finisse, vous avez l'obligation d'organiser les élections. Parce que l'article 51 vous confère 6 ans par le peuple. Donc, avant que vous finissez au 31
décembre 2023, 30 jours avant, vous savez déjà ceux qui doivent vous remplacer. Et on attend la proclamation. Après la proclamation, la loi vous donne encore 2 semaines pour que ceux-là soient mis en place. Donc, de novembre ou bien de début décembre jusqu'au 2e mardi de votre prise de fonction, les anciens sont en place suivant l'alinéa qu'ils ont utilisé. Mais bizarrement, vous n'avez même pas organisé les élections. Vous êtes en place et vous prenez des actes illégaux, illégitimes, parce que on ne nous a pas donné de motifs valables qui justifient la non-organisation des élections avant l'expiration de votre mandat. D'accord. Puis, 2018, je me rappelle très bien, M. Bahora s'était positionné sur cet article-là et disant que le chien aboie, la caravane passe. Et on était en crise. Mais ils ont tout fait pour organiser les élections, ce qui a fait que les candidats de l'opposition ne sont pas allés. Comment peut-on être de mauvaise foi à ce tel point? Ce que moi je propose, on doit savoir les 89 là, les emprisonner. Non, on ne va pas. Oui, on va pas en éviter là. Je m'explique. Nous avons un régime constitutionnel, présidentiel, qu'ils ont renversé en régime parlementaire. Vrai ou vrai? Ou bien vrai ou faux? Et ils l'ont fait en période où ils devaient déjà être hors circuit. C'est un crime imprescriptible. Et là, ceux qui se cherchent même pour venir chez nous expliquer, ce sont les complices. Plus les professeurs qui se démerdent sur les radios pour venir défendre ça, ce sont des complices. Tout ça là, on doit pouvoir les enfermer. D'accord. Très bien. C'est votre point de vue. Monsieur Komi, merci d'avoir partagé donc votre point de vue avec nous. Est-ce que vous m'autorisez à prendre un dernier tour, s'il vous plaît? Juste un dernier. Il aura juste à peine 45 secondes rapidement. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Gérard Sélassié. Oui, je viens d'arriver. Je voudrais demander si vous avez parlé d'agriculture. Malheureusement, non. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il nous intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Merci. Merci à vous. Bon, voilà, ça dure à peine 30 secondes. Merci beaucoup. Il y a un auditeur qui nous dit la question de l'ambassadeur, c'est la pure rédaction. Rédaction administrative autorise que précède le nom d'un titre de son poste, même antérieur, mais plus élevé. Vous avez compris? Je ne comprends pas ce qu'on dit. On ne renie pas. Quand on suppose que l'ambassadeur est au-dessus du ministre, là même, c'est pas vérifié. Oui. Le titre d'ambassadeur n'est pas plus élevé que le titre de ministre. Malheureusement. Mais ce dont on parle ici, c'est un titre. Et donc on le met en bas. Mais pas comme, pas comme son identité. Son identité. Parce que c'est mis comme ça peut être confusion. Voilà. Parce que là, c'est mis comme son identité. Son identité, c'est comme si c'est son petit nom. Ambassadeur Calice, et puis on revient pour dire ministre de l'art. C'est comme on dit journaliste Sylvestre Béni, et puis en bas ministre de. Oui. Non, peut-être on met DP Sylvestre Béni. Et on met en bas journaliste la manchette. C'est comme si DP c'est mon petit donc. Alors que vous vous appelez Sylvestre. Voilà. Monsieur, si tout le monde devait mettre ses fonctions antérieures dans la signature des documents, Monsieur, vous imaginez tout ce qu'on aura. Beaucoup, on aura des cuisiniers. Gérard, merci beaucoup à vous d'être passé ce matin. Mais je voudrais quand même dire au premier auditeur que tout est lié. Quand il dit pour mettre un mandat de 20 ans et puis bon, c'est ce qui compte, c'est les points et tout. Non, on n'aura jamais de pont quand on fait des mandats où il n'y a pas la compétition. C'est la compétition qui fait que les gens construisent des ponts, font tout pour vraiment être toujours en selle, quoi. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci Elemanti Sogwe. Merci beaucoup à Sylvestre. Alors, les auditeurs, vous pouvez aussi retrouver donc nos émissions pour ceux qui demandent les rediffusions et consorts. On a trouvé un petit moyen déjà pour que vous retrouvez toutes les émissions, Taxi Média Show, La Gare aussi, et les autres émissions sur YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez Radio Taxi FM TG ou Taxi FM TG. Vous avez toutes les émissions
qui sont là-bas, que vous pouvez écouter à tout moment. Merci beaucoup à Francis Dailly. Merci à vous tous. Appelez-moi Saint-Irrigateur. Tout à l'heure, 12h45, le journal Parler sur la radio avec Hugues Vignon à Tikbo. Je vous retrouve à 13h avec Maître Florent Avocat. Nous parlerons de la spiritualité. À tout à l'heure.